Et on va poursuivre cette analyse de l'évolution au prisme économique et financier. Et je vais accueillir Romane, Romane Guillot, qui est postdoctorante à l'UMR Agir à INRAE. Et avec toi, Romane, on va regarder non pas les solutions en tant que telles, mais surtout les entreprises qui portent ces solutions, qui mettent en marché ces solutions. Donc on va faire un panorama de l'écosystème de l'AgTech en France. Tu vas pouvoir nous permettre d'analyser les acteurs et les dynamiques de ce marché français. Donc Romane, je l'ai dit, toi tu es chercheuse en économie. Et donc, tu as pu analyser, construire une grosse base de données et analyser l'ensemble des acteurs français, des acteurs, pardon, qui proposent sur le marché français des solutions numériques. C'est ça. Du coup, je suis postdoctorante donc à l'UMR Agir à l'INRAE. Et là, ce dont je vais vous parler, c'est un travail réalisé avec des collègues de mon unité, où on a essayé en fait de dresser un peu un panorama des acteurs qui proposent ces solutions numériques et de comprendre aussi les dynamiques qu'on pouvait observer, notamment en termes de rachat et d'arrêt d'activité. Du coup, ce travail, il part du constat qu'aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on a assez peu de connaissances en fait sur qui propose les technologies numériques aux agriculteurs. Et on a voulu, du coup, en repartant de bases de données déjà existantes, les concaténer pour en créer une avec une entrée par les organisations, en recensant de façon la plus exhaustive possible les structures qui proposent des technologies aux agriculteurs français. Donc on a limité notre analyse sur un marché géographique au niveau de la France. Et donc pour ça, comme je vous l'expliquais, on est reparti des bases de données déjà existantes, donc notamment le Wiki Agritech, mais aussi des bases de données qui ont pu être constituées par des chercheurs pendant leurs travaux. Et on s'est appuyé aussi sur les participants au dernier salon ou les entreprises dans des incubateurs pour essayer de repérer des entreprises qui auraient été créées récemment. À chaque fois, on essayait de récolter des données à la fois sur l'organisation, ses conditions de création, sa taille, son implantation géographique et son devenir en 2025, et également sur les outils que l'organisation propose aux agriculteurs, donc leur nombre, leur nature, leur fonction. Aujourd'hui, on a du coup une base de données qui recense 635 organisations, avec une large majorité d'entreprises parce qu'elles représentent 90% de notre base, et une majorité aussi de structures qui sont implantées en France. L'idée, c'est que cette base de données, elle est créée dans le cadre du projet Coeditag, un projet financé par l'ANR, et qu'à terme, cette base de données sera normalement accessible à tous. Et donc nous, une fois qu'on a construit cette base de données, on s'est posé des questions, notamment de savoir quel type d'acteurs allait investir, quel type de secteur technologique, et également d'essayer de comprendre finalement est-ce que les dynamiques en termes de rachat, d'arrêt d'activité pouvaient s'expliquer en fait selon les différents sous-secteurs technologiques. Donc pour ça, on a essayé d'identifier ces sous-secteurs en mobilisant une méthode de regroupement statistique pour créer en fait une typologie des organisations selon les types de technologies qu'elles proposent aux agriculteurs. Pour faire ça, on est reparti de l'ontologie qui avait été proposée dans le livre blanc de la chaire agrotique et d'Aspexit, en considérant la nature des outils qui sont proposés, est-ce qu'il s'agit de capteurs, de plateformes, d'applications, leurs fonctions et également les filières que ces outils visent, qu'il s'agisse de filières uniquement végétales, animales ou bien mixtes. Et donc, ce que cette typologie, elle nous montre, c'est qu'en fait, notre base de données, elle semble se décliner en 10 sous-secteurs technologiques qu'on a nommés. On pourra discuter des noms si vous le voulez. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, le premier sous-secteur qu'on a identifié, c'est celui de la modulation et du travail au champ, qui recense en fait toutes les structures qui proposent des technologies à base de capteurs embarqués, de systèmes d'autoguidage, notamment pour la modulation, et également tout un tas d'outils pour gérer la flotte et gérer en fait les conditions de travail au champ. Ensuite, un sous-secteur où en fait on retrouve les outils liés à la robotique et qui, d'un point de vue, après notre classification donc statistique, regroupe les robots à destination des filières animales et végétales. Même si on l'a vu dans la présentation de Christian et Bruno, on est quand même sur des outils qui sont un peu différents. Mais en tout cas, c'est le regroupement que nous a proposé l'outil qu'on a utilisé. Ensuite, un sous-secteur où on retrouve les prestations par drone, donc que ce soit pour des imageries aériennes ou pour des largages de précision.
Un sous-secteur qu'on a appelé observation in situ, qui repose sur des capteurs fixes qui peuvent être placés notamment au champ. Donc là, on retrouve toutes les stations météo, les sondes connectées, et également des capteurs qui peuvent être placés dans les lieux de stockage pour suivre en fait les conditions environnementales. On pense au stockage de céréales ou au processus de vinification. Un sous-secteur qui, lui, se distingue des autres parce qu'en fait, on retrouve là des structures qui visent uniquement les filières animales, qu'on a appelées surveillance et gestion d'élevage, où on va retrouver en fait tous les capteurs embarqués, les caméras qui vont suivre en fait le comportement des animaux pour en déduire des indicateurs de santé et de reproduction notamment, qui peuvent être associés ou non à des logiciels de gestion et des OAD. Ensuite, un sous-secteur qu'on a nommé conseil et gestion des cultures, où là on retrouve en fait des OAD et des logiciels de gestion parcellaire qui sont dédiés du coup uniquement aux cultures végétales. Un secteur qu'on a nommé également valorisation des données, qui s'apparente un peu aux deux autres, mais là, en fait, on retrouve des structures qui proposent des outils pour des filières mixtes, donc que ce soit animales ou végétales. Donc on va retrouver des logiciels de gestion d'exploitation un peu plus généralistes qui vont prendre en compte les questions de gestion financière, de comptabilité, mais également des OAD multifilières et tout un tas d'outils autour en fait, de la transition énergétique et climatique avec des outils pour les bilans carbone et l'adaptation au changement climatique. Un sous-secteur autour de l'achat et de la vente de matériel à travers des plateformes, des sites de e-commerce. Un sous-secteur qui s'intéresse aux questions de commercialisation, où on retrouve à nouveau des plateformes, mais aussi des outils de traçabilité ou de surveillance, d'analyse des marchés. Et pour terminer, un sous-secteur qu'on a nommé échange et partage de données, où on retrouve des acteurs qui ont pour but de mettre en relation les agriculteurs entre eux, ou bien les agriculteurs avec des citoyens ou avec leurs conseillers pour échanger des données et des services. Et Roman, ce que tu as peut-être pu voir, c'est que chacun de ces sous-secteurs a peut-être des dynamiques d'évolution qui lui sont propres. C'est ça. Alors déjà, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est qu'en fait, dans chacun de ces sous-secteurs, il va y avoir des types d'acteurs assez différents qui vont les investir. Par exemple, ce qu'on remarque, c'est que dans les sous-secteurs de la modulation et du travail au champ, et dans celui du conseil et de la gestion des cultures, on a davantage de grands groupes, donc souvent de plus de 1000 personnes, et qui ont été créés avant les années 90, qui investissent ces sous-secteurs technologiques. Alors que dans des sous-secteurs comme celui de la surveillance et de la gestion de l'élevage ou de la robotique, on retrouve davantage de structures de type PME qui ont été créées parfois plus récemment. Et dans les sous-secteurs que je vous ai présentés à la fin de l'échange, du partage de données ou de la commercialisation, on retrouve aussi énormément de profils vraiment type start-up qui ont été créés très récemment et qui ont souvent moins de 10 employés, donc des acteurs un peu différents. On se rend compte aussi que le sous-secteur de la valorisation des données dont je vous ai parlé, qui s'intéresse un peu au changement climatique, on voit en fait que les structures ont été créées très récemment, souvent dans les 5 dernières années. Et dans le sous-secteur de l'achat et de la vente du matériel, on a vraiment en fait un peu une bulle au moment de l'arrivée d'Internet et du e-commerce. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les structures étrangères qui commercialisent en France sont plus nombreuses dans les secteurs de la robotique et de la modulation au champ. Et pour terminer, que les structures qui ne sont pas des entreprises investissent aussi certains sous-secteurs plus que d'autres. On retrouve notamment les organisations professionnelles agricoles et les instituts techniques davantage dans les sous-secteurs de la surveillance et de la gestion d'élevage et du conseil et de la gestion des cultures, et davantage des organismes de recherche dans la valorisation des données. Et donc, ce que je vous propose maintenant, que je vous ai brossé un peu ce panorama général sur l'ensemble de notre base de données, c'est de faire un zoom sur les entreprises françaises, donc celles qui sont implantées en France, qui ont été créées à partir des années 2000, pour regarder un peu leur dynamique en 2025. Et donc, quand je parle de dynamique, je pense notamment au moment où ces entreprises ont été créées, et de regarder aujourd'hui si elles ont cessé leur activité à la suite d'une liquidation judiciaire ou d'un autre motif, et si celles-ci ont été rachetées. Donc là, quand je vous parle de ces dynamiques, je me place vraiment à l'échelle de l'entreprise et pas à l'échelle d'une technologie. C'est-à-dire que je ne regarde pas si une technologie a été arrêtée ou si un acteur a racheté une certaine technologie, mais bien l'entreprise dans sa globalité. Au niveau des dates de création, ce que vous montre cet histogramme, c'est qu'on a quand même une nette accélération de la création de ces entreprises à partir du début des années 2010, avec un pic assez fort entre 2016 et 2018, qui correspond bien en fait à la période où on avait à la fois le soutien politique et du marché dans le secteur.
Et par contre, ce qui est quand même aussi intéressant de constater aujourd'hui, c'est que finalement, en 2025, quand on regarde un peu toutes ces entreprises, eh bien, un tiers d'entre elles n'existent plus en tant que telles. Soit elles ont cessé leur activité complètement sans être rachetées, c'est pour un quart d'entre elles, soit elles ont été rachetées. Et quand on regarde ces rachats, c'est quand même aussi intéressant de se rendre compte qu'à peu près 2 rachats sur 5 ont eu lieu suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise rachetée. Donc c'est quand même des phénomènes qui sont pas négligeables. Quand on regarde ces dynamiques de rachat et de cessation d'activité au fil du temps, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en vert foncé, donc vous avez le nombre de rachats effectués chaque année. On est plutôt sur une dynamique qui est assez stable au cours du temps. Et par contre, en vert plus clair, vous avez le nombre de cessations d'activité. Et là, on voit en fait clairement un peu un pic qui commence à partir de 2021 jusqu'à maintenant, qui suit en fait le pic que je vous ai présenté juste avant de création. Donc un lien potentiel entre ces deux phénomènes-là, avec la courbe bleue qui répertorie en fait le nombre d'entreprises en activité chaque année, où on voit qu'il y a clairement une nette accélération à partir de 2015, un sommet en 2021, puis une chute aujourd'hui du fait des cessations d'activité qui ne sont pas compensées par des nouvelles entreprises. Roman, ce que tu décris là, finalement, de manière quantitative, c'est une sensation qu'on a tous vécu, ce phénomène de consolidation du secteur de l'agriculture numérique. Et là, tu portes les chiffres qui nous permettent de le quantifier. Je te donne la zapette si jamais tu veux zoomer sur un point particulier. Bon, après, merci. Et donc maintenant que je vous ai un peu brossé aussi cette dynamique globale de cessation d'activité et de rachat, c'est intéressant de voir qu'avec les sous-secteurs que je vous ai présentés juste avant, on ne va pas avoir en fait les mêmes dynamiques. Notamment, on a certains sous-secteurs qui semblent un peu moins concernés à la fois par ces rachats et par les cessations d'activité. Et on retrouve notamment celui du conseil et de la gestion des cultures, et de façon peut-être un peu surprenante avec ce que nous ont présenté Christian et Bruno, le sous-secteur de la prestation par drone, où dans les entreprises qu'on a recensées, on a un peu moins en fait, de rachats et de cessation d'activité que dans les autres sous-secteurs. On pourra y revenir dans la discussion. Peut-être que c'est justement qu'elles ont trouvé leur petite niche qui leur permet de continuer à vivre. Et c'est aussi, je vous donne un petit... c'est qu'en fait, il y a beaucoup de ces entreprises qui ne sont pas du tout spécialisées dans le secteur agricole, qui ont tout un tas d'autres prestations, et ça leur permet en fait de survivre. Y a ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le sous-secteur de l'observation in situ, donc qui reposait sur des capteurs au champ ou dans les lieux de stockage, par exemple les stations météo, on voit un peu plus de rachats que dans les autres. Des rachats qui sont souvent effectués par des entreprises françaises de taille quand même assez conséquente. Et par contre, il y a des sous-secteurs qui semblent plus concernés par les arrêts d'activité et les liquidations, notamment ceux de l'échange et du partage des données et celui de la commercialisation. Et également le secteur de la robotique où on observe un peu plus de liquidation que dans les autres sous-secteurs. Pour terminer, je voudrais juste vous faire un petit focus sur qui sont les entreprises qui rachètent ces acteurs, un peu d'essayer de dresser leur profil. Donc pour ça, je sors du zoom que j'avais réalisé avant sur les entreprises françaises créées à partir de 2000. Je reprends l'ensemble de notre base de données. Et donc là, ce qu'on constate quand même sur ce graphique, c'est que près de la moitié des entreprises qui ont racheté une entreprise qui opérait dans le secteur de l'agriculture numérique sont des PME, c'est-à-dire des entreprises qui ont moins de 250 employés. Donc ça montre quand même que ces acteurs ils jouent une place assez importante dans la consolidation du marché dans ces rachats. Et on voit quand même que 29% des rachats ont été effectués par des grands groupes de plus de 1000 personnes, souvent des groupes internationaux. Donc cet acteur-là est quand même aussi très présent dans les dynamiques de rachat. Au niveau de la localisation, de où sont implantées les entreprises acheteuses, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une majorité d'entre elles qui sont implantées en France ou en Europe, mais on constate quand même que 17% des rachats ont été effectués par une entreprise étrangère, enfin en dehors des frontières européennes. Et en fait, notamment, c'est des entreprises américaines, très, très largement. Une dernière chose qui me semble intéressante de regarder sur les entreprises acheteuses, c'est leur spécialisation. Est-ce qu'elles sont spécialisées dans l'agriculture numérique? Est-ce qu'elles sont spécialisées dans le secteur agricole ou pas du tout? Et donc là, ce que nous montre ce petit graphique, c'est qu'à peu près un tiers des rachats ont été effectués par des entreprises spécialisées à la fois dans le secteur agricole et dans le secteur numérique, donc ce qu'on pourrait appeler des pure players.
il y a quand même 28% des rachats qui sont réalisés par des entreprises spécialisées uniquement dans le secteur agricole et pas forcément dans le secteur numérique. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que dans 14% des situations, les rachats ils sont effectués par des entreprises qui sont spécialisées ni dans le secteur agricole, ni dans le secteur numérique. Donc ça montre un intérêt quand même pour d'autres industries à ce type d'acteurs et à ce type de technologie. Je vous ai juste noté, pour peut-être la curiosité, les entreprises qui, dans notre base de données, ont effectué le plus de rachats. Donc on voit notamment apparaître le InVivo et SMAG, ITK, Innoval, Isagri et Winat. Ça reste des petits chiffres, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de rachats. Et les principaux, donc si je lis bien, InVivo et SMAG représentent 9% des acquisitions des entreprises repérées dans ta base de données. C'est ça. Donc il n'y a pas non plus un acteur qui rachète tout le monde, quoi. Il y a quand même vraiment une multitude d'acteurs en jeu. Pour conclure, du coup, ce qu'on tenait à vous montrer dans cette présentation, c'est que même si le secteur de l'agriculture numérique est effectivement porté largement par ce qu'on pourrait appeler des startups, il y a quand même d'autres types d'acteurs qui se dégagent et qui sont partie prenante de la proposition de ces technologies numériques aux agriculteurs. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, en classifiant un peu toutes les organisations selon des sous-secteurs technologiques, on se rend compte qu'en fait, les types d'acteurs impliqués vont être diversifiés de par leur nature, leur taille, leur ancienneté. Et ce que je tenais aussi à bien souligner, c'est que même si les taux de mortalité concernent effectivement davantage les jeunes entreprises, on remarque quand même qu'il y a des sous-secteurs qui semblent plus épargnés que d'autres par ces phénomènes-là. Et pour terminer sur les dynamiques de rachat, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a effectivement un phénomène de consolidation en cours dans le secteur, mais c'est un phénomène où les PME et les acteurs du monde agricole ont quand même une place assez prépondérante. Et juste mon petit mot de la fin, c'est pour vous préciser que pour poursuivre ce travail de façon un peu plus fine, on va s'intéresser en fait au modèle économique des entreprises dans les différents sous-secteurs. Et donc si certains parmi vous sont intéressés par ces questions, je serais ravie d'échanger avec vous aux pauses. Merci Roman, l'appel est lancé. Je t'invite à rejoindre la salle, mais je te reprendrai tout à l'heure juste après pour les questions, parce que je voudrais qu'on enchaîne directement avec l'intervention de Aurore Chouin-Charleux, après t'avoir applaudi chaleureusement évidemment.